On plonge aujourd'hui dans l'une des énigmes judiciaires les plus sidérantes de l'histoire française. Il faut s'imaginer la scène. Un fermier de 75 ans, totalement analphabète, qui se retrouve condamné à mort pour le massacre d'une illustre famille britannique. Et plus fou dans tout ça, il n'y avait pas la moindre trace de preuve matérielle. C'est le point de départ d'une affaire absolument retentissante qui, honnêtement, divise encore les historiens et les passionnés de justice aujourd'hui. Alors ce paradoxe est complètement fascinant. Une condamnation capitale d'un côté et de l'autre, absolument zéro preuve physique. Pour vraiment comprendre ce mystère des années 50, et pour se faire une idée, est-ce qu'on parle d'une effroyable erreur judiciaire ou d'une dissimulation orchestrée de main de maître? Eh bien, il faut regarder de plus près le choc culturel hallucinant qui s'est joué en coulisses de l'enquête. Mais reprenons d'abord les faits, qui sont froids, bruts et assez glaçants. On se transporte dans le sud de la France, à Lurs. On est dans la nuit du 4 au 5 août 1952. Une famille britannique en vacances décide de s'arrêter pour installer son campement, juste là, au bord de la route nationale 96. Ils garent leur voiture, une Hillman verte, d'ailleurs très reconnaissable, et montent leur bivouac. Mais il y a un détail géographique absolument crucial ici. Ce campement est situé à exactement 150 mètres d'une exploitation agricole du coin qu'on appelle la Grande Terre. Une proximité qui va s'avérer fatale. Et il faut savoir que les victimes ne sont pas du tout des inconnus. Sir Jack Drummond, 61 ans, c'est un biochimiste hyper réputé. C'est même lui qui a conçu les plans de rationnement pour le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est accompagné de son épouse, Lady Anne, et de leur petite fille de 10 ans, Elizabeth. Le lendemain matin, le constat médical est épouvantable. Sir Jack a été abattu de 2 balles en pleine poitrine. Lady Anne, 3 balles, dont une fatale dans le cœur. Et le pire, la petite Elizabeth est retrouvée à une centaine de mètres de là, le crâne sauvagement fracassé. L'arme qu'on retrouve sur place raconte à elle seule la violence inouïe de l'attaque. On parle d'une carabine semi-automatique américaine datant de la Seconde Guerre mondiale, une US M1 Rocola. Effet très troublant, les enquêteurs la repêchent cassée en 2 dans un trou d'eau de la rivière du Rance, juste à côté. La crosse a littéralement été pulvérisée sous la force prodigieuse des coups portés à la petite fille. C'est terrifiant. Et c'est là qu'entre en scène le voisinage. Cette fameuse ferme à 150 mètres, la Grande Terre, elle est tenue d'une main de fer par Gaston Dominici. C'est un homme de 75 ans, d'origine italienne et illettré. Son casier judiciaire est totalement vierge, mais dans toute la région, tout le monde redoute ses colères noires. C'est vraiment le patriarche à l'ancienne. Et pour comprendre comment l'enquête va déraper, il faut vraiment saisir une notion clé, l'omerta, cette fameuse loi rurale du silence. À la Grande Terre, Gaston, sa femme Marie, qu'on surnomme la Sardine, et leurs fils Gustave et Clovis vivent complètement en vase clos. La règle non dite, mais implacable, c'est que face à la police, on ne dit rien. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Forcément, les soupçons se portent très vite sur le fils, Gustave, puisque c'est lui qui découvre les corps. Mais sa chronologie des événements ne colle pas du tout. Il déclare avoir fait cette découverte macabre vers 5h30 du matin, sauf qu'il attend 5h45 pour enfin arrêter un motard qui passait par là. 15 minutes, un quart d'heure de silence total complètement inexpliqué, alors que la petite Elisabeth était encore en train d'agoniser sur le sol. Pourquoi n'a-t-il appelé aucun secours? À partir de là, l'enquête, qui est dirigée par le commissaire Sebeil, s'enlise complètement. Pendant plus de 15 longs mois, c'est l'impasse totale. Les policiers se heurtent à un mur, freinés par le code d'honneur et les contradictions constantes de la famille. Jusqu'à ce coup de théâtre hallucinant en novembre 1953. Du jour au lendemain, Gustave et Clovis brisent l'omerta et ils dénoncent leur propre père. Ils jurent aux enquêteurs avoir reconnu la carabine de la ferme et affirment que Gaston est rentré cette nuit-là en lâchant ces mots glaçants « J'en ai tué 3 ». Et c'est exactement ici qu'on touche au cœur du malaise de cette affaire, le fossé culturel. D'un côté, on a des policiers parisiens, très citadins, qui utilisent un vocabulaire administratif et un français ultra soutenu. De l'autre, on a Gaston, un paysan, qui parle et pense avant tout en provençal. Comment pouvait-on garantir la fiabilité d'un interrogatoire dans un tel abîme de communication? D'ailleurs, quand on regarde les méthodes de l'époque, ça dépasse l'entendement. Rendez-vous compte, Gaston Dominici se retrouve à apposer sa signature sur des procès-verbaux d'aveu rédigés dans un français parfait, alors qu'il est incapable de déchiffrer le moindre mot du document. La pression psychologique est tellement étouffante que lors de la reconstitution sur les lieux du crime, ce vieil homme de 75 ans va même essayer de se jeter d'un pont. Complètement lessivé par des interrogatoires à répétition, Gaston finit par lâcher une histoire de banale dispute liée à du braconnage qui aurait tragiquement dégénéré. Sauf que ces versions n'arrêtent pas de changer. Il finit par se rétracter complètement, en clamant qu'il a avoué juste parce qu'il n'en pouvait plus de la fatigue et surtout qu'il a menti dans l'unique but de couvrir ses fils. On arrive donc en novembre 1954 à l'ouverture de son procès à Digne.
Et c'est un véritable événement médiatique mondial. Mais le dossier de l'accusation est super fragile. Il ne repose que sur ses fameux aveux retirés et sur les paroles de sa propre famille. Sur l'arme du crime, la fameuse carabine, pas l'ombre d'une empreinte digitale, absolument rien. Et quand on regarde la chronologie judiciaire qui suit, on comprend vite que le doute s'est installé jusqu'au sommet de l'État. Gaston est condamné à mort en 1954, oui. Mais dès 1957, le président René Coty transforme sa peine en travaux forcés face au vide sidéral de preuves matérielles. Et ça va plus loin. En 1960, le général de Gaulle lui accorde une grâce présidentielle totale. Gaston s'éteindra finalement en 1965 en hurlant son innocence jusqu'au bout. C'est toute cette accumulation de zones d'ombre qui fait qu'aujourd'hui encore, les historiens n'arrivent pas à trancher. Et c'est ça qui rend ce dossier si captivant. Regardons les deux pistes les plus sérieuses qui continuent de faire parler. Tout d'abord, le profil très particulier de Sir Jack Drummond soulève des questions. Comme il avait travaillé de près avec les services secrets britanniques pendant la guerre, une théorie très tenace a émergé. Et si c'était en fait un assassinat politique maquillé en crime crapuleux sur fond de guerre froide? Même si les historiens sérieux ont tendance à rejeter cette idée par manque de preuves concrètes, le mystère autour de ce dossier continue de planer. Ensuite, il y a cette contre-enquête officielle menée entre 1955 et 1956 par les commissaires Chenevier et Guillard. Leurs conclusions apportent un éclairage redoutable. Elles indiquent massivement que Gaston n'a pas pu agir seul. L'enquête pointe un doigt accusateur vers ses fils, Gustave et Clovis. Aurait-il directement participé au meurtre ou tout du moins procédé à un nettoyage méticuleux de la scène de crime? Finalement, quand on ressemble toutes les pièces de ce puzzle incroyable, une famille barricadée derrière son omerta, des aveux dictés dans une langue que le paysan ne comprenait pas, et l'absence totale de la moindre trace d'ADN, une question vertigineuse demeure. Dans le naufrage de l'affaire Dominici, est-ce que la justice a véritablement puni le bon coupable, ou est-ce qu'un innocent a payé le prix ultime pour le silence des siens? 70 ans plus tard, la plaie reste ouverte. À chacun d'en tirer ses propres conclusions.